Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, début des plaidoiries au procès des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le parquet général a réclamé ce lundi 3 milliards d'euros de dommages et intérêts. Le dépôt des candidatures à la présidentielle togolaise est clos. 5 candidats, dont le président sortant Forna Simbé, ont déposé leur dossier en vue de briguer la magistrature suprême. Et Madagascar, toujours en proie aux inondations après les épisodes de fortes pluies. La grande île compte des milliers de sinistrés alors que l'aide d'urgence peine à s'organiser. C'était donc ce lundi le début des plaidoiries dans le procès des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les avocats des parties civiles réclament 3 milliards d'euros de dommages et intérêts. Pour rappel, l'ancienne première dame Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Écoutez à ce propos Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. La défense a déjà annoncé la couleur. Pour elle, ça discrédite l'accusation. Mais il faut savoir que c'est fait à décès. Il a été demandé une condamnation à vie, une prison à vie, et puis 3 milliards d'euros d'amende, de dommages et intérêts. Et c'est fait à décès pour montrer l'ampleur des fautes, l'ampleur des crimes. Il reviendra à la cour d'examiner à la lumière de la riposte qui sera donnée par la défense dans les heures à venir. Ce qu'on peut dire, c'est que l'accusation n'avait pas le choix. Elle a tout le temps essayé de démontrer que les crimes qui sont reprochés aux prévenus ont été réels, ont été commis, et que ça a été de grande ampleur, que leur responsabilité est établie dans la crise post-électorale et l'ensemble de ses conséquences. Donc, elle ne pouvait pas faire moins que ce qu'elle a fait, même si le réquisitoire paraît, entre guillemets, excessif. La commission électorale togolaise a clôturé dimanche soir le dépôt des candidatures pour la présidentielle. 5 dossiers ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, 4 sont de l'opposition. Le 5e étant celui du président sortant Forna Simbé. Les candidatures doivent à présent être validées par la Cour constitutionnelle. Ibra Ndiaye. On connaît désormais les candidats à la magistrature suprême pour la présidentielle au Togo. Ils sont au nombre de 5, dont 4 issus de l'opposition. Il s'agit d'Aimé Tchabouré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'ADI, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, Jéry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais, et Mohamed Tiassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État sortant Forna Simbé qui portera la couleur de l'Union pour la République. On a la confirmation que l'opposition ira en rang dispersé. Jusqu'à hier, certains observateurs pensaient encore qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut et que l'opposition pourra trouver une formule pour présenter un candidat. Mais finalement, on se rend compte que les années d'hier, puisque que ce soit Adi ou encore le NEC, ils ont tous fait partie à un moment du CAP 2015 et les années d'hier donc n'ont pas pu trouver une formule. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait fixé la date de clôture des candidatures ce dimanche à minuit. On note cependant l'absence de l'ancien Premier ministre Agbeyomo Kodjo ou encore le président du Parti des Togolais, Alberto Olympio. Par rapport aux candidats déclarés à la CENI, il y a quand même une surprise, on va dire, c'est l'absence d'Alberto Olympio, qui a été d'ailleurs le premier à annoncer sa candidature, le petit-neveu de l'ancien président du Togo. Il a été sur le terrain pendant plusieurs mois pour finalement aujourd'hui se désister, parce qu'officiellement il y a une polémique autour du fichier. Il réclamait l'accès à la base de données du fichier électoral. La CENI n'a pas fait de renseignement, donc il s'est retiré. Et c'est aussi l'une des surprises finalement des candidatures déclarées à ce jour à la CENI. La présidentielle est prévue pour le 15 avril 2015 au Togo. C'est un scrutin à tour unique. Le candidat qui aura le plus de voix à l'issue de ce vote sera déclaré vainqueur. C'est un événement qui risque d'accroître un peu plus les tensions au Burundi. Hussein Radjabou, l'ancien leader du parti au pouvoir, s'est évadé de prison dans la nuit de dimanche à lundi. Il purgeait depuis 2008 une peine de 13 ans pour complot contre la sûreté de l'État. L'évasion aurait été permise grâce à la complicité de plusieurs membres de la sécurité. Écoutez les précisions de notre éditorialiste Gracien Rukindikiza.
Les éléments qui confortent l'évasion de Hussein Rajab de la prison centrale d'Mpimba sont surtout l'organisation, parce qu'il est parti avec le chargé, ce qu'on appelle l'autocor, chargé de la sécurité de Mpimba. Il est parti aussi avec les policiers qui étaient de faction, et c'est une préparation qui a été faite minutieusement avec des gens, des familles qui étaient déjà évacuées à l'étranger. Et il y a même une confirmation de l'arrivée de Rajabou à l'étranger. Donc il serait parti par le lac Tanganyika, donc avec une complicité de plusieurs personnalités du CNDD-FDD, y compris, selon certaines sources, y compris quelques généraux. 30 millions, c'est le nombre d'armes légères qui circuleraient en Afrique subsaharienne, dont 8 millions uniquement pour l'Afrique de l'Ouest. Ces chiffres ont été dévoilés par le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile Mahmoud Cissé, dont le pays pourrait signer le traité sur le commerce d'armes mis en place par l'ONU pour limiter cette vente. Kekeli Afeto. La question de la circulation d'armes légères en Afrique devient de plus en plus préoccupante. Plus de 30 millions d'armes légères circulent en Afrique subsaharienne. Ce chiffre a été annoncé lors d'une récente conférence du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Conakry, en Guinée. Cette ONG milite pour limiter le commerce d'armes. Pour son président, nombreux sont les facteurs qui favorisent cette gangrène. L'une des raisons majeures de cette prolifération aussi est due au fait que nos magasins de stockage d'armes qui existaient n'étaient pas véritablement aux normes internationales, en ce sens que les armes n'étaient pas enregistrées, les armes n'étaient pas véritablement contrôlées. À cela, il faut ajouter la question de la porosité de nos frontières. L'une des raisons de la prolifération des armes aussi en Afrique est due au fait que vous avez dans un certain nombre de pays et les armées étaient politisées et extrémisées, ce qui va sans doute contribuer à une certaine alimentation des groupes ethniques par un camp. Pour les experts, la prolifération des armes fait régner un climat d'insécurité et constitue un frein au développement économique du continent. Les conséquences, c'est la fuite des investisseurs de nos pays, le frein au processus de développement économique et aussi c'est l'anéantissement des processus de développement des infrastructures à caractère socio-économique, notamment les centres de santé, les écoles qui sont fermées. Nous avons connu pendant longtemps la situation des enfants soldats aussi bien en Sierra Leone qu'au Libéria. Avec la Côte d'Ivoire aussi, nous avons vu que la crise ivoirienne a fortement contribué à baisser le processus de développement économique de notre sous-région. Consciente de la gravité de la situation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de créer une convention sur les armes légères et de petit calibre. Signée en 2006, elle a été mise en application dans les différents pays de l'organisation depuis 2011. À Madagascar, plusieurs quartiers de la capitale Antananarive sont toujours sous les eaux. Les multiples épisodes de fortes pluies ont provoqué les pires inondations depuis 50 ans. Les sinistrés sont accompagnés par l'aide d'urgence qui peine néanmoins à s'organiser. Ibra Ndiaye. Madagascar est souvent à la merci des conditions climatiques. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit suite aux récentes intempéries. Plusieurs digues de protection dans la périphérie de la capitale Antananarivo ont même été rompues, exposant ainsi des milliers de personnes à des inondations. Les autorités annoncent 19 morts et plus de 60 000 sinistrés. Les intempéries qui touchent Madagascar depuis mi-février sont d'une ampleur exceptionnelle, à tel point que les inondations actuelles sont considérées comme étant les plus graves depuis celles de 1959. Le manque de moyens prévus à disposition est jumelé à des infrastructures vétustes ou mal consolidées, ont fait que les crues engendrées par les pluies torrentielles qui n'ont cessé de tomber depuis 15 jours ont fait que le bilan actuel est lourd, aussi bien sur le plan humain que matériel. Aujourd'hui, les autorités doivent d'une part faire face aux plus urgents, à savoir reloger provisoirement les déplacés et les sinistrés, colmater les brèches au niveau des digues et des barrages, et essayer de prévenir la population des risques en cours, car d'autres épisodes de fortes pluies sont à prévoir. Des situations d'urgence qui entraînent le gouvernement malgache à des mesures préventives. Elle exhorte les populations à rejoindre les sites d'hébergement de secours et maintiennent l'alerte rouge, car d'autres maisons fragilisées pourraient encore s'écrouler. À court et à moyen terme, il faut prévenir la propagation des maladies, mais surtout prévoir une réforme sur le plan de l'urbanisation qui pourrait permettre d'endiguer les constructions dans les zones à risque, sachant qu'une grande partie de la capitale est initialement composée
de marécages, de zones marécageuses, mais aussi donc d'exiger la mise en place progressive de normes au niveau des constructions, car beaucoup de décès répertoriés sont dus à l'effondrement d'habitations. Les canalisations mal entretenues et bouchées par les détritus obligent également les autorités à penser à une campagne éducative en matière d'hygiène au niveau de la population, surtout dans les bas quartiers, mais également à doter les municipalités de plus de moyens pour le ramassage des ordures et éradiquer les maladies ou autres risques du genre. Le sud de l'île connaît en revanche une période de sécheresse qui menace l'économie du pays. Les évasions dacridiennes nuisent également à l'agriculture à Madagascar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.